Le fleuve qui traverse paisiblement ce paysage bucolique, c'est l'Elbe. En prenant sa source en République tchèque pour rejoindre 1100 km plus loin son estuaire en mer du Nord, l'Elbe occupa dès le Moyen-Âge, et selon les tourments de l'histoire, le rôle de frontière naturelle entre l'Est et l'Ouest, ou celui de liaison entre le Nord et le Sud de l'Europe. Son destin est lié à celui de l'Allemagne, qui abrite la plus grande partie de son cours. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est sur l'Elbe que les troupes soviétiques et américaines font leur jonction après avoir défait les forces nazies. C'est l'Elbe, enfin, qui, jusqu'à la réunification de 1990, sert de frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Au cours de ce voyage, nous allons découvrir Berlin avant de rejoindre notre bateau à Magdebourg. Abordant quelques-unes des plus belles villes d'Allemagne, la croisière va nous conduire jusqu'à Dresde, d'où nous rejoindrons Prague, la capitale tchèque. En redevenant la capitale de l'Allemagne, après la réunification de 1990, Berlin s'est lancé un incroyable défi. Engagée dans une reconstruction permanente, elle veut incarner la modernité de la Nouvelle-Allemagne, tout en préservant, malgré les destructions de la Seconde Guerre mondiale et les années de dictature communiste, le patrimoine architectural et l'atmosphère héritée des siècles passés. Mais ce qui attire en priorité les visiteurs en nombre toujours croissant, ce ne sont pas les églises et les musées, mais les vestiges du mur qui séparait l'Allemagne en deux, ou les lieux évoquant la période de la guerre froide, quand la ville était coupée en 4 zones, soviétique, américaine, anglaise et française. Un accident de l'histoire étrange et donc fascinant. Devant ce mur autrefois long de 155 km, dont il ne subsiste plus que quelques dizaines de mètres, on vient pique-niquer ou faire des photos. Le mur de la honte ne serait-il plus qu'une étape sans âme sur un parcours touristique organisé ? Situé sur la Friedrichstraße, Checkpoint Charlie était l'un des postes frontières séparant Berlin-Ouest de Berlin-Est. Il servait essentiellement pour le passage des étrangers, des personnels diplomatiques et des échanges de prisonniers. Tout le long de la rue qui conduit à Checkpoint Charlie, des photos retracent l'histoire de Berlin au cours des longues années de guerre froide, tandis que des figurants, en uniforme américain, se prêtent au petit jeu des photos pour le plus grand plaisir des touristes. Tout ça, bien sûr, c'est du folklore. Pour connaître la véritable histoire de cet endroit, le mieux est de se rendre au musée installé dans l'une des anciennes tours de garde de Checkpoint Charlie. Notre musée a été fondé par mon époux, le défunt docteur Rainer Hildebrandt, et il a ouvert en 1962. Il a fait cela parce qu'il avait l'expérience de lutter contre l'injustice, déjà au moment du nazisme. Quand le mur a été construit, il s'est évidemment posé la question « Qu'est-ce que je peux faire contre cela ?» Et comme il était partisan de la lutte non violente, il a construit ce musée. Au Checkpoint Charlie, s'est montée une espèce d'institution où passaient tous ceux qui avaient fui, tous ceux qui avaient aidé à fuir. Dans notre musée, on peut voir les voitures qui ont permis de fuir, une montgolfière, des avions avec lesquels les personnes ont réussi à prendre la fuite. En mai 1989, un homme a été chercher son frère en RDA.
Il a peint une étoile rouge sur le côté de l'avion. Ainsi, la RDA pensait que c'était un avion soviétique. Cette fuite a réussi et ils ont atterri devant le Reichstag. Oui, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées ici, beaucoup. On connaissait le checkpoint Charlie partout. Et que vous alliez à New York, Londres ou Paris, c'était le centre de la résistance dans le Berlin divisé. Avec sa coupole de verre due à l'architecte Norman Foster, surmontant le bâtiment néoclassique, le Reichstag est devenu le symbole de la Nouvelle-Allemagne en accueillant la cérémonie officielle de la réunification. L'emblème le plus connu de Berlin demeure cependant la porte de Brandebourg. Située à l'est de la ville, elle fut intégrée au dispositif du mur par la RDA, devenant ainsi pendant 30 ans l'emblème de la division européenne. En remontant depuis la porte de Brandebourg, Unter den Linden, la plus célèbre des avenues de Berlin, on emprunte l'axe aristocratique de la capitale prussienne du XVIIIe siècle. Devenu aujourd'hui un lieu de promenade apprécié des touristes comme des Berlinois, Unter den Linden permet de découvrir quelques-uns des plus anciens monuments de la ville. Jusqu'à l'effondrement du mur en 1989, les Berlinois de l'Ouest étaient d'une certaine façon prisonniers à l'intérieur de leur ville. Ils n'auraient pu accomplir le voyage que nous entreprenons aujourd'hui, puisqu'il va se dérouler à l'intérieur de l'ancienne RDA. Impossible donc pour eux de se rendre à Potsdam, situé pourtant à quelques dizaines de kilomètres seulement de Berlin. Potsdam est son célèbre palais sans souci, construit par Frédéric le Grand au XVIIIe siècle. Après avoir rejoint notre bateau, nous commençons notre remontée de l'Elbe en direction de Magdebourg, notre première escale. Magdebourg, l'actuelle capitale de la province de Saxe-Anhalt, était au Moyen-Âge une cité prospère, grâce au commerce et à son port. Sévèrement détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle retrouve aujourd'hui un certain dynamisme. Oui, bien sûr, il y a un lien entre la ville et l'Elbe, ainsi qu'entre la ville et la cathédrale. Tout d'abord, une partie des pierres utilisées dans l'édification de cette église fut apportée par la rivière, y compris par exemple les pierres de notre portail importé de Bohême, aujourd'hui la République tchèque. Les pèlerins aussi sont arrivés dans cette ville en empruntant la rivière. Cette cathédrale était le lieu de pèlerinage des reliques de Saint Maurice, qui était à l'époque le saint patron de l'Empire. Il y a toujours eu une interconnexion entre la ville marchande, la ville politique, capitale de l'Empire, et la ville siège de l'archevêché. Elle est les trois à la fois. Magdebourg et bien sûr sa cathédrale ne peuvent être comprises sans parler de l'Elbe. Réagissant peut-être au manque d'inventivité des architectes de l'ancienne RDA, dont les bâtiments massifs et sans âme rythment encore les avenues de la ville, l'architecte autrichien Hundertwasser se lance dans ce qui sera sa dernière construction, la citadelle verte. Hundertwasser avait promis que Magdebourg, vieille de 1200 ans, serait fier de cet ensemble qu'il décrivait comme une oasis pour l'humanité et pour la nature dans une mer d'immeubles rationnels.
Le bâtiment s'appelle la Citadelle verte. Citadelle, car c'était une partie de la forteresse de Magdebourg. Verte, car tous les toits sont fleuris. Avec ses tours coiffées d'imposantes boules dorées, posées comme des bougies sur un gros gâteau rose bonbon, le projet d'Unterwasser ne fit pas immédiatement l'unanimité. Quand le projet a été présenté, les réactions à Magdebourg étaient diverses. Il y avait ceux qui étaient pour et qui disaient que c'est précisément à cet emplacement qu'on devait construire cette maison, et d'autres qui étaient complètement contre et qui disaient que quelque chose d'aussi coloré à proximité de la cathédrale, ça n'allait pas ensemble. Entre-temps, tout cela s'est un peu calmé et la maison se trouve à un endroit toujours animé. Nous regagnons notre bateau amarré au bord d'une petite plage de sable artificielle aménagée sur les bords de l'Elbe. La nuit vient à peine de tomber quand le bateau larguant les amarres commence sa lente navigation en direction de Dessau, la première escale de la croisière. À notre réveil, le bateau est déjà arrivé à Dessau. La ville qui abritait une usine travaillant pour la Luftwaffe a été presque complètement détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Après la réunification, beaucoup de monuments historiques ont été reconstruits dans la ville où est né Kurt Weill, le compositeur sur un livret de Bertolt Brecht du célèbre opéra de Katsu. Ce n'est cependant pas la musique qui va faire la notoriété de Dessau, mais une école. L'école d'architecture la plus inventive du XXe siècle, le Bauhaus. Le Bauhaus a été fondé en 1919 à Weimar, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette catastrophe des civilisations pendant laquelle les nations européennes se sont livrées à des massacres a laissé place à une situation où on se disait qu'il fallait recommencer à zéro et reprendre les bases, construire un nouveau monde avec de nouveaux idéaux et de nouveaux principes. Le Bauhaus intègre non seulement l'architecture et le design, mais également la photographie, le costume et la danse. Walter Gropius, son fondateur, obtient le concours d'artistes prestigieux comme Vassili Kandinsky, Paul Klee ou Marcel Breuer. On est allé au fond des choses. On s'est intéressé aux géométries primaires, aux couleurs primaires. On essayait d'utiliser les innovations techniques, et ceci à partir des années 1923-1925, au moment du déménagement du Bauhaus à Dessau. On essayait d'utiliser les possibilités qu'offraient la modernité et les innovations techniques pour trouver de nouvelles solutions, des alternatives en matière de construction. Dessau est presque devenue une ville du Bauhaus. Le Bauhaus était quand même un peu un corps extérieur dans cette petite ville. Mais ces artistes anticonformistes, avec leurs fringues excentriques et leurs coupes de cheveux modernes, leur style de vie et leurs histoires de cœur, étaient perçus comme un corps étranger qui dérangeait. Chassé de Weimar par l'extrême droite, le Bauhaus s'installe à Dessau en 1925. Il y demeure 7 ans avant d'être fermé par les nazis. Transféré pour quelques mois à Berlin,
l'école disparaît définitivement sous la contrainte de la Gestapo au mois d'avril 1933. Quittant Dessau, nous reprenons le cours de notre voyage sur l'Elbe. Les régions que nous traversons faisaient autrefois partie de l'Allemagne de l'Est. Avec la réunification, les Länders, les provinces, se sont largement ouverts au tourisme. En suivant le cours de l'Elbe qui traverse la Saxe, nous allons découvrir des villes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Allemagne. Wittenberg, vers laquelle nous nous dirigeons, est la première d'entre elles. Rarement un homme aura autant pesé sur le destin d'une ville que Martin Luther sur celui de Wittenberg, que tout le monde appelle désormais Lutherstadt, la ville de Luther. C'est au début du XVIe siècle, alors que la pensée humaniste se répand en Europe et que des conflits sociaux éclatent en Allemagne, que Martin Luther, un professeur de théologie, lance la Réforme. Invité en 1512 par Frédéric le Sage pour enseigner à la faculté, Luther, bientôt rejoint par son ami Philippe Melanchthon et par le peintre Lucas Cranach, va en quelques années affirmer ses convictions. Rejetant de nombreux aspects de la doctrine de l'Église, comme le marchandage des indulgences ou l'exploitation de la peur de l'enfer, Martin Luther finit par promulguer sa réforme le 31 octobre 1517. Elle repose sur 95 thèses, avec la volonté, contre les abus de l'Église, de remettre le salut individuel au centre de la religion. Wittenberg est la ville de Martin Luther. Il y a passé presque toute sa vie et c'est le berceau de la Réforme. Martin Luther a placardé ici ses 95 thèses sur le portail de l'église du château. C'est aussi à cela qu'on associe le passage du Moyen-Âge au temps moderne. Évidemment, cela a provoqué une énorme révolte. C'était une attaque au principe de financement de l'Église catholique. Il voulait se défendre et en fin de compte, Luther a été excommunié. C'est dans cette maison, aujourd'hui transformée en musée, que Martin Luther vécut pendant 35 ans avec sa famille. Dans le décor un peu austère qui rappelle la vie de l'homme de la Réforme, brillent quelques trésors, comme ce Christ sur la croix, peint par son ami Lucas Cranach. C'est par la lecture de la lettre de l'apôtre Saint Paul aux Romains qu'il comprit que c'est tout seul qu'on parvenait à la vie éternelle, à travers la foi et le pardon de Dieu. Toutes ces autres choses qui l'entouraient, comme l'adoration des reliques dans l'église du château et le commerce des indulgences, étaient complètement inutiles. Ces thèses ont été rapidement diffusées dans toute l'Europe.
Quittant Wittenberg, nous reprenons notre lente remontée de l'Elbe en direction de la Saxe. Sans être totalement naturel, le cours de l'Elbe est peu régulé comparé aux autres grands fleuves européens. Aucun barrage ne vient par exemple barrer sa route entre la frontière tchèque et Hambourg, soit près de 600 km. L'Elbe se promène donc en toute liberté au cœur de l'Allemagne. Ceci explique le peu de vitesse du courant, moins de 3 km/h, et la faible profondeur du lit, qui empêche parfois les bateaux de naviguer. En ce moment, il y a 2 mètres de fond. Sous la quille, il n'y a que 20 cm, c'est vraiment le minimum. La Saxe est l'une des régions viticoles de l'Allemagne. L'occasion donc pour le maître d'hôtel du bateau d'offrir à ses passagers une petite dégustation de vin local. Ce n'est cependant pas le vin, mais la porcelaine qui va faire la renommée mondiale de la petite ville de Meissen, dont la naissance remonte au Xe siècle. C'est en 929 que le premier roi allemand Henri Ier a commencé son expansion vers l'Est. Il a découvert ici, à côté de l'Elbe, une très belle région avec beaucoup de collines, beaucoup de terres. Il a pensé que c'était une bonne possibilité pour construire une série de forteresses frontalières. Plus tard, au début du XIIe siècle, le margrave de Meissen, Conrad le Grand, a invité les paysans allemands, les colons, à construire ici des villages et des villes, dans cette région peuplée de Slaves, qu'on appelait les Sorbes. C'est de cette manière que s'est construite la ville de Meissen et que s'est maintenue la forteresse. S'enrichissant au fil du Moyen-Âge et de la Renaissance de places, de maisons et d'églises, Meissen offre aujourd'hui le visage d'une ville authentique et colorée. C'est à l'abri des murs épais de l'Albrechtsburg, château de style gothique flamboyant, abritant aujourd'hui un musée historique à la gloire des souverains de la Saxe, que va commencer une histoire qui va faire rayonner le nom de Meissen dans le monde entier. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, la seule vraie porcelaine connue en Europe provenait de Chine. Mais elle gardait précieusement son secret. En janvier 1708, faisant chauffer à 1300 degrés un mélange de kaolin, d'albâtre et de quartz, l'alchimiste Böttger obtient la porcelaine dure tant recherchée. Le 23 janvier 1710,
le prince électeur de Saxe Auguste le Fort installe dans le château la première manufacture de porcelaine d'Europe. Elle y restera jusqu'en 1861, avant d'être transférée à quelques kilomètres du centre-ville. Services de table, bibelots et accessoires sont toujours fabriqués à la main par des artisans qui perpétuent un savoir-faire vieux de 300 ans. Les objets produits à la manufacture de Meissen se sont naturellement diversifiés afin d'épouser le goût de chaque époque et répondre à une demande toujours grandissante. Et comment mieux séduire de nouveaux acheteurs, sinon en leur ouvrant les portes du musée de la manufacture où sont exposés les plus beaux chefs-d'œuvre. De retour à bord, nous reprenons le cours de notre croisière en direction de Dresde, la prochaine escale. Au détour d'un méandre du fleuve, nous arrivons en vue de Dresde. Si la naissance de la ville remonte au Moyen-Âge, c'est au XVIIIe siècle que Dresde devient une grande capitale politique et culturelle sous l'action de deux souverains, Auguste le Fort et Auguste III, son fils. Cette ville peinte par Canaletto, le maître vénitien, est alors l'une des plus belles d'Europe. Dans la nuit du 13 février 1945, se déroule l'un des pires bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Le centre de Dresde est entièrement détruit. 35 000 personnes sont tuées. Après la destruction de Dresde, quand les gens voyaient que leur passé était menacé de disparaître, on a tout fait pour maintenir tout ce que l'on pouvait, et ceci toujours avec l'objectif de reconstruire Dresde. On a compris que ce n'était pas le roi seul qui avait construit ce château, mais que c'était le peuple, et que l'on devait préserver ce qui avait été construit par le peuple. C'est pour cela que, déjà au temps de la RDA, on a décidé de ne pas faire disparaître le château de Dresde, de ne pas enlever les décombres, mais de le reconstruire, ce qui a pu se faire après la chute du mur dans de bien meilleures conditions. La renaissance de Dresde tient du miracle. 70 ans après sa destruction, elle apparaît aussi belle et lumineuse que sous le pinceau de Canaletto. La reconstruction de la gigantesque Fraukirche vient tout juste de s'achever. 20 ans d'efforts minutieux pour retrouver au milieu des décombres tous les fragments de pierre réutilisables. Plus de 9000 d'entre eux ont été ainsi triés, numérotés et classés.
Il représente aujourd'hui près de 45% de l'édifice. Avec sa coupole lanterne gigantesque, la Fraukirche a retrouvé toute la splendeur qu'elle avait à l'époque d'Auguste III. Alors que Dresde avait adopté la réforme en 1539, Auguste le Fort et toute la cour de Saxe se convertissent au catholicisme en 1697. Avant les grands travaux du XVIIIe siècle, la ville possédait déjà de grands édifices comme la résidence de Saxe, à la façade décorée de sgraffite, une technique venue d'Italie à l'époque de la Renaissance. Parmi les nombreux musées que ce palais abrite aujourd'hui, la voûte verte est le plus étonnant. Dès 1680, un cabinet de curiosités a été aménagé sous un plafond peint en verre, auquel le musée doit son nom. Collectionneurs passionnés, Auguste le Fort et son fils Auguste III y entreposèrent une incroyable collection d'objets d'art réalisés avec les matériaux les plus nobles, comme l'ambre, l'or, l'argent, le vermeil et les pierres précieuses. Ce qui surprend à Dresde, ce n'est pas seulement la grandeur et la beauté des édifices, c'est aussi leur densité. Tout ce que la ville compte de chefs-d'œuvre est regroupé au sein d'un étroit périmètre que l'on parcourt aisément à pied. Il suffit donc de traverser la rue pour rejoindre le plus célèbre des monuments de la ville, le Zwinger. Ce palais baroque a été commandé par Auguste le Fort. Les ailes qui entourent les jardins où se tenaient les fêtes et les feux d'artifice sont aujourd'hui occupées par des musées. Celui qui contient la galerie de peinture des maîtres anciens nous ramène une fois encore à Auguste III, le collectionneur. Auguste III a ouvert sa galerie d'art en 1746. C'est l'un des premiers musées. Et ce musée était ouvert au public. Bien sûr, la galerie d'art était dans un premier temps réservée aux diplomates invités, pour les princes et autres invités des souverains. Mais on pouvait visiter la galerie d'art en échange d'une obole, une sorte de droit d'entrée. Pourquoi Auguste III a-t-il collectionné les œuvres d'art? En fait, il y a deux raisons. D'une part, parce qu'il était lui-même un collectionneur passionné, il s'est particulièrement concentré sur les peintures. Et l'autre raison était qu'un prince électeur de Saxe, qui était en même temps roi de Pologne, avait besoin d'une galerie d'art pour tenir son rang dans la concurrence entre les cours européennes. Auguste III savait très bien quelle peinture était importante pour sa galerie. Par exemple, il était indispensable qu'il ait une vraie grande peinture de Raphaël dans sa collection. Notre bateau a quitté la ville en fin d'après-midi. Nous passons donc la nuit à Dresde. Demain, nous le retrouverons un peu plus loin, en amont, sur le fleuve. Dresde possède la plus ancienne flotte de bateaux à aubes du monde. Avec leur silhouette d'un autre temps,
ils participent au charme de la ville. Certains ont été mis à l'eau en 1879, mais parfaitement entretenus, ils semblent partis pour naviguer jusqu'à la nuit des temps. À bord de l'un d'entre eux, nous nous éloignons de Dresde et prenons la direction d'une région de la vallée de l'Elbe, appelée la Suisse saxonne. C'est là que nous reprendrons le cours de notre croisière. Creusée par l'eau, il y a des millions d'années, cette région est hérissée d'étonnantes formations rocheuses. Depuis le bastion, un point de vue situé à près de 200 mètres de hauteur, nous découvrons toute la région qui relie l'Allemagne à la République tchèque. Dans le petit village de Pirna, nous avons rejoint notre bateau, le Clara Schumann, qui poursuit son voyage. En fin d'après-midi, nous passons la frontière. L'instant aurait pu passer inaperçu, mais le drapeau qu'un marin vient de hisser à l'avant du bateau ne laisse aucun doute. Nous venons d'entrer en République tchèque. Au matin, nous approchons de la région de Litoměřice, un moment chargé d'émotion pour l'une des passagères. J'espérais vraiment faire cette croisière, parce que cela voulait dire que j'allais revenir à l'endroit où je suis née. Je suis née ici, en 1940, à l'hôpital de Ústí-nad-Labem. J'avais envie de revoir ce paysage-là tout autour, là où je me promenais avec ma mère en 1942-43. Mon grand-père était le directeur de cette usine que l'on voit là-bas. Aujourd'hui, elle est un peu triste et semble abandonnée.
franchissons la seule et unique écluse du voyage. Nous venons d'entrer en Bohême, dernière journée de croisière sur l'Elbe. Demain, nous serons à Prague. Installée sur les deux rives de la Vltava, plus connue sous son nom allemand de Moldau, Prague occupe une place privilégiée au cœur de l'Europe. Le pont Charles, qui relie le petit côté que domine le château et la vieille ville médiévale, est le lieu le plus visité de la ville. Entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVIIIe, le pont Charles était le seul à enjamber la Vltava. Pendant longtemps autorisé aux véhicules, il est aujourd'hui réservé aux piétons qui viennent admirer les nombreuses statues de saints qui ornent ses bords. La première d'entre elles a été installée en 1683, la dernière en 1938. C'est sur les troncs rocheux qui surplombent la rivière que le duc Boživoj a fait édifier sa première forteresse, dans les lieux mêmes où se trouve actuellement le grand ensemble du château de Prague, symbole majeur de notre État. L'autre côté de la rive a vu la naissance progressive de la vieille ville. C'est là que se trouve le marché déjà décrit à la fin du Xe siècle. Cette partie de la ville devint un carrefour commercial important. Incorporée au Saint-Empire germanique, Prague et la Bohême connaissent au Moyen-Âge leur âge d'or. Au XIVe siècle, sous le règne de Charles IV, Prague était plus importante que Paris et Londres. C'est au XIe siècle que l'on mentionne pour la première fois l'existence de la vieille ville de Prague. Églises et maisons s'élèvent rapidement tout autour d'un entrelac de ruelles conduisant à la grande place que domine l'hôtel de ville. De l'église Notre-Dame de Tain, fondée sous Charles IV, jusqu'à l'église baroque Saint-Nicolas et au palais Kinski rococo, les édifices très colorés qui bordent la place de la vieille ville lui donnent un cachet inimitable et retracent au travers de leur architecture toute l'histoire de la ville.
Situé également du côté de la vieille ville, le quartier juif contribue à la singularité de Prague. Pendant des siècles, les Juifs de Prague subirent des lois oppressives, jusqu'à ce que Joseph II leur accorde en 1784 l'égalité des droits sociaux et politiques. La communauté juive connut un âge d'or, traditionnellement relié à la fin du XVIe siècle, au règne de l'empereur Rodolphe II, au Mahachal, et à la personnalité de Mordechai Meisel. Un homme très riche et un mécène pour les arts et les sciences. À cette époque, le quartier juif a véritablement connu une évolution économique et sociale. Il devint un centre culturel. La communauté juive a plusieurs origines. Les Juifs étant venus de plusieurs endroits, en partie de l'Ouest, du nord de la France et de la Rhénanie. Une autre vague venant probablement de l'Empire byzantin, de l'Est. Ces différents groupes juifs se sont réunis. On sait qu'au XIIe siècle, ils ont adopté, ils utilisaient une langue slave pour la communication courante et aussi pour écrire des commentaires sur les textes rabbiniques. Après la Seconde Guerre mondiale et l'extermination d'une partie de la communauté juive de Prague, celle-ci renaît progressivement autour de quelques synagogues. Avec le XIXe siècle, naît la prise de conscience sociale et politique du peuple tchèque. La ville, qui fait alors partie de l'Empire austro-hongrois, s'enrichit de grands bâtiments publics tels que Théâtre national et musées. Occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, puis soumise au joug soviétique pendant 4 décennies, la ville connaît sa révolution de velours en 1989. Le château qui domine la ville est devenu le symbole de cette identité retrouvée.